Allô, mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview et pas n'importe laquelle. Je reçois Antoine et je vais du coup laisser Antoine se présenter. Alors, hello, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait super plaisir. Du coup, moi, c'est Antoine Gérard. J'aime bien toujours me présenter en disant que je suis d'abord quelqu'un qui est convaincu que chaque personne a de la valeur à apporter au monde et qu'on mérite que cette valeur nous soit vue, estimée, respectée. Et du coup, mon but, c'est d'aider les gens à faire en sorte qu'on leur retourne cette valeur, d'à réussir, en l'occurrence, à vendre au prix juste, à qu'on les choisisse pour eux et pas pour leur tarif. Et donc, ça passe par parler de stratégie de contenu pour s'attirer une audience, réussir à se différencier pour qu'on nous choisisse, à mettre sa personnalité dans ses écrits, etc., etc. Voilà un peu. Hyper intéressant. Pour ceux qui le connaissent pas, allez le suivre sur Instagram. Vous n'allez pas vous ennuyer. Encore ce matin, j'ai vu tes stories. J'ai limite, il me manquait les popcorn. Mais allez le suivre sur Instagram. De toute façon, je vous mettrai son Insta dans la description. Et pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Angélique. J'ai 25 ans. Je suis entrepreneuse depuis bientôt 3 ans. Et moi, je suis coach confiance en soi, coach mindset, vous appelez ça comme vous voulez. En gros, j'aide les entrepreneuses à libérer leur potentiel pour faire passer leur business à un niveau supérieur. Donc, on a autant le côté mindset que business. Et je suis aussi accessoirement auteur. J'ai écrit le livre Direction confiance en soi. Pour en savoir plus sur nous, de toute façon, je vous mettrai tous nos Instagram dans la description. Ok, du coup, Antoine, on va commencer par un petit jeu. Je vais juste te demander, tu préfères ça ou ça? Ok. Est-ce que tu préfères les livres ou les podcasts? J'aurais dit les deux, mais en ce moment, je suis plus libre. Ok. Est-ce que tu es plutôt voyageur ou casanier? Je commence à être voyageur. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un qui réfléchit avant d'agir ou qui agit avant de réfléchir? Malheureusement, la plupart du temps, agir avant de réfléchir. Ok. Est-ce que tu préfères bosser chez toi ou bosser dehors dans un café, un coworking? J'aime bien les deux, mais le plus souvent, c'est depuis chez moi. Et est-ce que tu préfères bosser à la maison ou bosser dehors dans un café, un coworking? J'aime bien les deux, mais en ce moment, je bosse plus de chez moi. Ok. Est-ce que tu préfères te débrouiller seul ou te faire accompagner? La plupart du temps, je me débrouille tout seul. Ok. Est-ce que tu es plutôt plage ou montagne? Montagne, Est-ce que tu es de la team sucrée ou de la team salée? salé, Est-ce que tu es plutôt acteur ou spectateur de ta vie? acteur, je dirais. Et dernière petite question, alors que ça soit pour toi, pour te faire accompagner ou pour accompagner les autres, est-ce que tu es plutôt coaching individuel, coaching de groupe? Individuel, individuel. Ok, trop cool. Maintenant, on va passer à des questions un peu plus approfondies, on va dire. Est-ce Mhm. que déjà, tu peux nous donner un mot pour définir ton année 2023? 2023, je dirais évolution. C'est le... On pourrait dire ça de toutes les années, mais l'année 2023, c'était particulièrement sympathique pour moi. C'est-à-dire que c'est la première année complète où c'est bien allé pour moi financièrement et surtout tout au long de l'année. C'est la première fois que je prenais l'avion pour quitter ma petite île de la Réunion. Enfin voilà, genre c'était espèce je récoltais les fruits de trucs que j'avais plantés depuis plusieurs années, quoi. C'est trop cool, génial. Et quels sont, est-ce que, enfin, je sais pas si tu t'es fixé des objectifs pour 2024, mais grosso modo, ça serait quoi tes objectifs pro, mais aussi perso pour 2024? Alors 2024, c'est très chill parce que, comme j'ai dit, l'année dernière, j'ai récolté les fruits de mes efforts, mais mes efforts qui datent de 4 ans du coup maintenant. Ça faisait 3 ans que je créais du contenu sur Instagram, que voilà, je postais tous les jours ou presque. Là, j'ai repris un petit rythme et tout, mais je postais quasiment tous les jours. Je passais tout mon temps, genre j'étais business, business tout le temps, tout le temps. Et j'ai pas fait de burn-out ou quoi, hein. J'ai pas eu le temps de ça, mais j'ai commencé à avoir un léger ras-le-bol comment dire, pas un ras-le-bol, mais je commençais à prendre moins plaisir en fait à faire ce que je faisais. Alors que de base, moi, mon compte Instagram, c'était pas une stratégie business, c'était parce que j'aimais créer des posts Instagram et j'avais pas envie de perdre ça. Et donc, j'ai commencé j'ai voulu pour l'année 2024 arrêter de vivre en ermite chez moi, à ne faire que ça et du coup de sortir un peu, du coup voyager, voir des gens, etc. Donc, vraiment, mon premier goal cette année, c'est pas un goal business, c'est juste personnellement voir du monde, sociabiliser, si je sais encore faire ça, et, ouais, faire d'autres choses que des trucs business. Ce qui fait qu'en ce moment, je bosse 2, 3 heures par jour maximum, quelque chose comme ça.
Et voilà. Et c'est super intéressant et je trouve ça inspirant de se dire, OK, bah, tu sais ce que je trouve sur Instagram, on voit beaucoup de trucs en mode, ouais, j'ai réussi du jour au lendemain. Et du coup, bah, tu te compares vite, je trouve, et tu te compares vite à te dire, bah, OK, bah, moi, je galère depuis des mois, des années, et là, je vois plein de gens qui y arrivent du jour au lendemain. Et je trouve que c'est inspirant de se dire, bah, OK, bah, en fait, les résultats, il les a récoltés que bah, au fur et à mesure, un peu plus tard, il les a pas récoltés de suite, quoi. Ça prend du temps et il faut être patient, quoi. Ouais, mais en fait, il y a une phrase que j'ai vue, je sais plus où je l'ai vue, mais je trouve qu'elle est bien, c'est, comment dire, ça prend des années de réussir du jour au lendemain, Ouais. dans le sens où, comment dire, pour la majorité des personnes, tu vois bah, leur réussite, etc., mais tu vois pas bah, pendant combien de temps ils ont eu quasiment aucun résultat derrière. Il y a des personnes hein, comment dire, qui tout de suite, genre en un claquement de doigts et tout, mais du coup, il y a peut-être un certain facteur chance dans l'histoire, mais pour la majorité des personnes qui ont vraiment réussi, que tu vois, etc., bah, quand tu vois leur parcours, tu te rends compte que bah, à un moment, eux aussi, ils ont galéré. À un moment, eux aussi, ils ont eu une traversée du désert. Et j'ai été marqué particulièrement par une créatrice sur Instagram aussi américaine que je suis, enfin que j'apprécie beaucoup. Elle a plus de 70 000 abonnés sur Instagram et tout. Voilà, bref, très impressionnante de la part de stratégie et tout. Et elle a un post sur son profil qui est épinglé d'ailleurs aux dernières nouvelles, enfin après ça fait un moment que je n'ai pas vu, mais où elle parlait de son parcours, de qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Voilà. Et en fait, quand tu regardes, tu vois les dates et elle montre pour chaque année combien d'abonnés elle avait à ce moment-là. Et je me suis rendu compte qu'avant qu'elle atteigne les 10 000 abonnés, le Saint Graal, genre le truc en mode le step que tout le monde veut atteindre, en tout cas quand tu les as pas encore atteints, elle les avait atteints en 5 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Alors que ben, moi, de la vision que j'avais quand je voyais toutes les personnes qui réussissaient, pour moi, en fait, si tu n'avais pas fait 10 000 abonnés en max un an, c'était flemmard. C'est que voilà, tu as raté un truc. Genre, tu n'as pas compris quelque chose. Voilà. Alors qu'en fait, bah, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, en fait, elle, pourtant, elle connaît très bien son sujet, elle est experte de ce qu'elle fait, elle avait un background de fou et tout, et pourtant, ça a pris ce temps-là. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, les personnes qui, voilà, du jour au lendemain, tac, tac, ils passent comment dire, de zéro à je sais pas combien d'abonnés, c'est soit de la chance, soit c'est leur thématique est particulière aussi, parce qu'il ne faut pas comparer des personnes qui vont s'adresser à genre toute la populace, entre guillemets, genre les influenceurs qui vont s'adresser un peu monsieur, madame, tout le monde. Et par exemple, quand tu as un business où ben, tu peux pas attendre les mêmes choses là-dessus. Mais voilà, donc j'ai un peu ce même truc où ben, j'ai galéré pendant plusieurs années avant d'avoir quelque chose d'à peu près stable. Avant, ben, du coup, l'année, enfin, ça a commencé en 2022 et comment dire, 2023, vraiment tranquille, quoi. Et là, encore plus en 2024, le début, il est magnifique, j'aime bien. Donc voilà. Trop cool, hyper inspirant. Alors, on va parler de mon sujet un petit peu phare, la confiance en soi. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est la confiance en soi pour toi? Comment tu définirais ça? C'est compliqué. En gros, pour moi, la confiance en soi, c'est être fier de qui on est, Mm. réussir à, comment dire, réussir à avoir le courage de se montrer tel qu'on est, que ce soit de manière générale ou dans certaines situations, comment dire, d'assumer bah, ses qualités comme ses défauts, comment dire, voilà, d'avoir la tête haute, enfin, comment dire, pour tes qualités, mais aussi pour les côtés négatifs. Et voilà, si je devais définir, ce serait à peu près ça, I guess. Ok, j'adore. Ouais, moi, il y a un mot que j'aime bien, en fait, ça reprend ce que tu viens de dire. Un mot que j'aime bien utiliser pour définir la confiance en soi, c'est vraiment cette notion de capacité. Je me sens capable de faire telle chose, ou au contraire, bah, je me sens pas du tout capable, ça me fait peur, je me sens nulle. Enfin, je sais que je vais pas y arriver, quoi. Ouais, mais après, enfin, je suis assez d'accord avec ça. Mais parfois, il y a des choses où je trouve que ça peut être de la confiance en soi aussi, de connaître ses limites et de savoir que, comment dire, ben ça, c'est pas, enfin, comment dire, c'est pas quelque chose que je sais faire ou c'est pas quelque chose qui est de, comment dire, là-dessus. Et que, ben, comment dire, ben, effectivement, a priori, si je fais ça, ben, du coup, c'est en dehors de mes capacités et je suis OK avec ça. Parce qu'il faut aussi une certaine confiance pour réussir à assumer quand tu maîtrises pas quelque chose, etc. En revanche, comme tout, quel que soit le sujet, quel que soit le domaine, les choses s'apprennent. Si tu as envie de le faire, mais que tu le fais pas parce que tu penses que tu vas pas y arriver, alors que bah, comme n'importe qui, tu vas, comment dire, tu y as preuve de process, genre il faut commencer quelque part. Là, effectivement, ça devient, c'est plus de la confiance en soi là-dessus. Mais si c'est un truc où bah, c'est quelque chose que tu n'as pas, enfin, que, comment dire, voilà, c'est quelque chose de pas si important pour toi et que tu sais que tu n'es pas compétent ou que c'est pas ton domaine ou que là-dessus et que, comment dire, là-dessus, bah, je trouve que ça demande aussi de la confiance en soi de savoir bah, quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'on maîtrise pas en fait. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est pour ça que je pars du principe que je
comment dire, qu'on a tous des domaines où on a confiance en nous et d'autres non. Par exemple, moi, bah, un domaine où j'ai confiance en moi, bah, c'est quand je parle justement que je dois parler en public, que je dois parler confiance en soi, parce que c'est un domaine que je maîtrise. Mais si demain tu me demandes de parler devant un public, je sais pas moi, de voiture, un sujet que je ne maîtrise pas du tout, évidemment que ma confiance en moi, elle va être basse parce que bah, c'est pas un sujet que je maîtrise. Donc forcément, je pars du principe qu'on a tous des domaines ouais, où on a une certaine confiance en nous et d'autres domaines où on n'a pas forcément confiance en nous, qu'on peut travailler, puisque je pense que, bah, c'est même pas que je pense, c'est que la confiance en soi se travaille dans n'importe quel domaine. Mais voilà, on partir du principe que, par exemple, moi, qui suis coach en confiance en soi, c'est vrai qu'on peut dire, oh là là, elle a confiance en elle tous les jours, alors que pas du tout, tu vois. C'est un peu comme l'entrepreneuriat, ça dépend des jours, ça dépend des domaines. Ouais, complètement. Et justement, en toute transparence avec nous, alors de manière générale, parce que encore une fois, comme je l'ai dit, ça dépend des domaines, ça dépend des jours, etc. Mais de manière générale, est-ce que tu dirais que tu as confiance en toi? Alors, si je prends la globalité, je dirais oui. Parce que, comment dire, enfin, si je m'en tiens à la définition que j'ai donnée tout à l'heure, comment dire, sur le fait d'assumer bah, tes qualités comme tes défauts, les trucs, comment dire, de réussir à s'affirmer, à se montrer tel que l'on est, comment dire, à réussir à faire des choses qui te font peur, malgré que, comment dire, bah, justement, elles te font peur. Alors là-dessus, là-dessus, oui, comment dire, j'ai pas, oui, du coup. Après, évidemment, il y a, bah, comme tout le monde, il y a des aspects où je suis un peu moins confiant sur je sais pas, par exemple sur tout ce qui est physique, genre l'apparence physique, etc. C'est pas quelque chose où genre je pète je pète le feu par rapport à ça. Mais bon, la plupart du temps, ça me porte pas préjudice au quotidien, on va dire. Mais globalement, oui. Ok, super. Et justement, quel conseil tu donnerais aux personnes qui n'ont pas forcément confiance en eux? Bah, le truc, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. La plupart du temps, comment dire, la confiance en soi, elle vient surtout enfin, elle est rare. On a rarement pas confiance en soi quand on est juste entre nous et nous-mêmes, je trouve. Comment dire, souvent, le manque de confiance au point où ça nous paralyse de ne pas faire quelque chose, c'est plutôt par rapport à la vision des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce que je vais pas me faire juger par rapport à ça, etc., etc. C'est quelque chose que tu comptes faire et qu'il n'y a personne d'autre que toi-même qui va être au courant. A priori, genre la notion de est-ce que je vais y arriver ou pas va même pas se poser, en tout cas, en tout cas dans ma perception des choses. Et du coup, en fait, là où, comment dire, pour moi, le premier truc à travailler avant même enfin, tu peux faire une introspection, etc., mais de dire, mais ok, mais qu'est-ce que tu as peur que les autres pensent de toi? Qu'est-ce qui te fait peur comment dire, dans la perception des autres? Et bah, du coup, te demander si vraiment c'est si important que ça, cette perception des autres. Genre, c'est qui ces autres-là d'ailleurs? Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui vont s'empêcher de faire des choses, par exemple, sur leur compte Instagram, parce que oui, mais il y a mes anciens amis du lycée ou il y a mes anciens collègues qui vont voir ce que je vais faire et tout. Mais c'est-à-dire, genre, comment dire, c'est des personnes qui passent à aucune importance par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ce que tu veux partager, par rapport enfin, par rapport à la vie que tu vas avoir. Après, je parle d'Instagram, mais de manière générale, genre, comment dire, comment dire, c'est plus venir, comment dire, pour moi, la confiance, elle vient surtout d'un je m'en foutisme des avis des autres en premier lieu. Et après, il y a évidemment d'autres choses à travailler, mais pour moi, c'est le truc où vraiment ça me permet de me libérer de pas mal de choses, quoi. Ouais, c'est vrai que tout ce qui est regard des autres, ça c'est une problématique qui revient souvent. Et c'est vrai que souvent, je remarque, et même moi, à la première, ça m'est arrivé, qu'on dépose, entre guillemets, notre confiance en nous, ou même notre vie en général, aux autres. En gros, si on nous approuve pas, bah, ça veut dire que ce qu'on fait, c'est pas forcément bien. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup, on attend beaucoup de l'approbation des autres, le regard des autres. Et c'est vrai que ça peut être un facteur qui peut nous empêcher justement d'avoir une certaine confiance en nous. Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es devenu entrepreneur? Alors, comme je disais tout à l'heure, de base, enfin, à la base, je voulais être graphiste freelance. Je voulais être indépendant parce que je crois qu'on va en parler, mais de base, je suis quelqu'un d'assez insolent. Genre, comment dire, tout ce qui est respect de l'autorité, etc., quand je la juge illégitime, j'ai aucun scrupule à, comment dire, à la remettre en question. Et ce qui fait que, par exemple, quand j'étais étudiant ou lycéen, bon, voilà, ça a fait des petites bricoles, quoi, du fait que bah, quand je considérais quelque chose comme injuste ou que je considérais, ouais, j'avais aucun scrupule à dire les choses, quoi, quand bien même la personne en face de moi est censée être supérieure hiérarchiquement à moi, bref. Et donc, à la base, je me suis dit, ben, forcément, je vais être indépendant parce que si je ne supporte pas cette autorité-là quand c'est des simples professeurs, quand c'est un patron, n'en parlons même pas. Donc, pour moi, c'était évident que j'allais me tourner vers être indépendant.
De base, du coup, je voulais être graphiste freelance et j'ai eu quelques contrats de graphiste, mais du bouche à oreille, des relations, etc. Et à un moment, j'ai voulu me lancer sur Instagram pour soi-disant trouver des clients. Soi-disant parce que au final, sur Instagram, moi, j'aimais bien créer du contenu, j'aimais bien, genre, comme je consommais plein de contenu sur YouTube, dans des podcasts, etc., j'aimais bien redistribuer les conseils que moi j'avais trouvés. Genre, comment dire, ah, j'ai trouvé un conseil intéressant, mais je vais faire un post Instagram, etc. Mais je m'étais retrouvé à faire du contenu plutôt pour les autres graphistes freelance, plutôt que pour trouver des clients, du coup. Et sauf que ça me plaisait, et au final, comment dire, bah, j'ai continué à faire ça, et au bout de quelques mois, on m'a demandé, oui, au fait, est-ce que tu fais de l'accompagnement, du consulting, des trucs comme ça? La réponse est non. C'était for fun, mais je me suis dit, bah, pourquoi pas. Commandant m'a dit bah, pourquoi pas essayer. Et donc j'ai proposé à deux personnes de crash tester des accompagnements avec moi, quand bien même je sortais de nulle part, quand bien même j'avais pas de background, etc. Je sais pas par quel miracle elles ont dit oui, mais elles ont dit oui. Et ça s'est super bien passé. Genre comment dire, et la dynamique s'est super bien passée. Le résultat c'était trop cool et tout. Et donc bah, c'est de là que j'ai eu un petit virage comment dire, de base que je voulais faire, c'était graphiste freelance, à donner des conseils sur la stratégie de contenu. Enfin, j'ai parlé de plein de sujets au fil du temps là-dessus. Et voilà, donc ça, c'était il y a 4 ans à peu près. Juste pour mettre en contexte quelque chose, à la base, moi, les premières clientes que j'avais eues et les clientes par la suite que j'ai eues ont eu des bons résultats et tout. Mais moi, de mon côté, c'était pas si fou que ça. C'est-à-dire que par exemple, mes deux premières clientes, elles avaient eu des listes d'attente sur plusieurs mois et tout. Comment dire, c'était trop cool. Mais moi, avant d'avoir des clients réguliers, j'ai attendu plusieurs années parce que, enfin, bref, c'est une autre histoire. Mais voilà, et au final, pour en être là aujourd'hui. Donc c'était plus parce que j'aimais créer du contenu sur Instagram de base qui a fait que de fil en aiguille, j'en suis là. Hyper intéressant. Ok. Et trop intéressant. Et est-ce que tu peux nous dire, est-ce que pour toi, à ton avis, le mindset, c'est important dans l'entrepreneuriat? Euh, J'aurais du mal à donner une vérité générale là-dessus. Parce que, en fait, dans mon cas, ça n'a jamais été un grand sujet. Dans le sens où j'ai jamais eu de grand blocage qui m'a empêché de faire quelque chose, en tout cas pas mental. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu m'as demandé si j'étais plutôt réfléchir ou agir. Je suis quelqu'un, j'ai envie de faire un truc, je le fais et je réfléchis à comment est-ce que je suis censé faire les trucs après. Genre, c'est-à-dire que, par exemple, donc pour ça, pour mon lancement d'activité, on m'a dit, ah, tu devrais tester. Bah, j'ai fait une story pour dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut crash tester? On a fait, et puis j'ai réfléchi à mon accompagnement pendant que j'étais en train de faire le crash test avec les personnes. J'ai voulu faire un podcast. Ah, j'ai envie de faire un format long parce que Instagram, c'est un peu court et tout. J'ai envie de faire un podcast et tout. J'ai eu envie de faire un podcast. Le lendemain, il y avait le premier épisode de posté. Donc, en fait, le truc, c'est que la plupart du temps, on parle de mindset parce que le mindset va te bloquer dans certains aspects de ton. Tu vas t'empêcher de faire des choses ou tu vas t'auto-saboter sur certaines choses qui vont t'empêcher d'avancer. Mais dans mon cas, pour l'instant, peut-être que ça va venir avec le temps parce que pour l'instant, j'ai pas encore eu des enjeux. Parce que plus tu avances, plus les enjeux vont être différents et donc c'est des points mindset différents. Mais pour l'instant, ça n'a jamais été un grand enjeu pour moi. Donc, j'aurais du mal à parler et de dire je pense que c'est important ou je pense que c'est pas important de manière générale. Dans mon cas, ça n'a jamais été un grand sujet. Ok, hyper intéressant. C'est bien aussi d'avoir le côté, bah, j'ai pas forcément de problématique mindset, mais c'est vrai que, bah oui, le mindset, en tout cas, comment je le vois, c'est quand, bah, justement, t'arrives pas à passer à l'action, toi, a priori, bah, justement, tu passes à l'action, et beaucoup plus que réfléchir, donc au final, c'est pas forcément quelque chose qui bloque. Après, on sait pas ce qui peut arriver, comme tu disais, il y aura sûrement des plus gros enjeux que tu vas rencontrer, et du coup, bah, il y aura certaines problématiques mindset, mais en tout cas, pour l'instant, t'arrives à passer à l'action, et ça, c'est cool, quoi. Ouais. Alors là, on va parler d'un grand sujet, le nerf de la guerre. Comment on fait? Alors, je sais que ça demande une grosse stratégie, donc peut-être nous donner un ou deux conseils ou toi, comment t'as fait? Comment on fait pour trouver des clients grâce à Instagram? Alors, déjà, enfin, si les personnes démarrent tout juste, c'est-à-dire que, comment dire, qu'elles ont pas, enfin, bref, des newbies sur Instagram, déjà, il faut différencier deux choses très importantes. Est-ce que comment dire, tu as un compte vitrine ou est-ce que tu comptes créer du contenu?
ce qui pour moi est deux choses différentes. Par exemple, comment dire, je prends l'exemple des graphistes freelance, il y a des personnes qui vont sur Instagram poster que leurs projets, genre montrer, genre qu'est-ce qu'ils font, les photographes, ils vont montrer que leurs photos. Il y a certaines boutiques en ligne, enfin de, comment dire, de e-commerce qui vont montrer des trucs produits, etc. C'est quelque chose que moi, je recommande pas de manière générale, mais ça peut marcher pour certaines personnes. C'est-à-dire que le process, c'est que les personnes arrivent sur ton compte, check vite fait si ça leur correspond pas, enfin vite fait, ça peut prendre plusieurs minutes, mais je veux dire, elles prennent le temps de regarder et elles décident d'acheter ou pas, point à la ligne et comment dire là-dessus. C'est pas quelque chose que moi je promeux de manière générale parce que ça te demande d'être comment dire, très efficace en vente et ça limite les chances de réussir à vraiment te différencier. Par exemple, bah, si t'es graphiste freelance, ben, d'accord, imaginons tu as des projets, enfin, t'es compétent, tu as des beaux projets, et des personnes compétentes avec des beaux projets, il y en a plein. Et donc, quand tu arrives, on voit juste tes projets, ben, comment est-ce que tu fais pour te différencier par rapport à ça? Donc, ça peut marcher, mais ça dépend de comment est-ce que tu comptes trouver tes clients. Si toi, c'est quelque chose, tu veux quelque chose de pseudo-instantané, plutôt vers ça, mais enfin, faut vraiment que tu réussisses à vendre, faut que tu saches faire ça ou que tu aies un réseau de base qui fonctionne bien. Maintenant, si tu veux plus avoir une stratégie de contenu, c'est-à-dire vraiment, comment dire, bah, créer du contenu, te créer une audience, avoir de plus en plus d'audience, des personnes qui te suivent au quotidien et qui finissent par acheter au final. Là, bah, du coup, le process, ça va être de créer vraiment bah, un parcours de vente qui va de bah, les personnes ne te connaissent pas à je vais acheter. Et du coup, en gros, le principe, c'est de dire, OK, ben, les personnes, elles ne me connaissent pas. On va couper ça en quatre étapes. La première étape, c'est l'acquisition, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour que les personnes me découvrent. Et donc, bah, les questions que tu dois te poser, c'est OK, mais quelqu'un qui ne me connaît pas, qu'est-ce qui va faire que la personne va se dire que moi, je suis quelqu'un de pertinent, ne serait-ce qu'à suivre, pas forcément à acheter pour l'instant, mais juste à suivre, à s'intéresser à ce que je fais. Ensuite, tu as une deuxième étape, quand la personne a commencé à te suivre, c'est de dire, mais qu'est-ce qui va faire qu'au-delà du fait d'avoir appuyé sur le bouton follow, qu'est-ce qui va faire que la personne va vouloir s'intéresser vraiment à vouloir commencer à suivre régulièrement ce que je fais, voir dire, ah, ce compte-là, il est intéressant, j'ai envie d'y revenir régulièrement. Et donc, c'est ce que j'appelle l'étape considération, et comment dire, comment est-ce que tu fais pour bah, justement activer ces personnes-là pour faire en sorte que voilà, elles se disent, ah bah, c'est un truc d'intéressant. Puis après, tu as l'étape relationnelle, c'est-à-dire que bah, les personnes sont là, elles sont hypées, genre elles te suivent quotidiennement, elles ont déjà vu qu'est-ce que tu vendais, comment dire, elles sont pas loin de décider d'acheter. Puis finalement, il y a l'étape vente où tu promeux tes produits et services du coup. Et c'est important de faire, en fait, au travers de ton contenu, il y a chaque contenu qui va correspondre à l'une de ces étapes. Et tu n'es pas obligé d'avoir une suite logique, hein, parce que les gens, ils arrivent, ils repartent, il y a chaque personne qui a une étape différente. Donc, plus avoir, par exemple, comment dire, un poste d'acquisition par semaine, un poste de considération par semaine, enfin bref, ça là-dessus. Mais, et du coup, ben, de réussir à amener les personnes petit à petit à l'étape vente au final. Et non pas simplement se contenter de, souvent les conseils de basique qu'on voit, c'est donne de la valeur et créer du contenu éducatif, inspirant, promotionnel et engageant. Bah, ça, c'est très bien, mais ça ne crée pas un parcours. Ça ne dit pas quand est-ce que la personne est engagée, quand est-ce qu'elle n'est pas engagée, quand est-ce qu'elle est prête à acheter, quand est-ce qu'elle n'est pas prête à acheter, etc. Donc, c'est intéressant, on va dire, pour avoir des idées de contenu, mais pour vraiment arriver à la vente, il faut vraiment créer ce parcours qui va de la personne ne te connaît pas, elle ne te suit pas, à elle achète avec toutes les apps qui entre les deux. Hyper intéressant. J'adore. Je buvais tes paroles tout à l'heure, je suis là en mode, mais ouais, mais grave, mais c'est grave ça. Donc, merci beaucoup. C'est hyper Il n'y a intéressant. pas de souci. Euh, et comment on fait? Alors, ça en a un petit peu parlé, mais je sais pas si c'est la même du coup stratégie, mais comment on fait pour avoir une communauté engagée sur Instagram? C'est-à-dire une communauté qui, alors, va liker, oui, mais qui va aussi venir commenter, qui va venir t'envoyer des messages, qui va, je sais pas, moi, répondre à tes boîtes à questions, cliquer sur tes liens en story, des personnes qui vont vraiment être engagées. Alors, du coup, si on parle à l'échelle des personnes, c'est-à-dire qu'elles sont de manière générale engagées avec toi, c'est ma réponse précédente. C'est-à-dire bah, le fait d'avoir créé la relation avec l'audience qui va faire que ben, forcément, les personnes, c'est comme quand tu connais quelqu'un dans la vraie vie, plus tu avances dans la relation, plus la personne va être engagée envers toi. Donc là, c'est sensiblement la même réponse que ma réponse précédente. En revanche, plus précisément sur comment est-ce que tu fais pour, avec tes posts, faire en sorte que les personnes répondent en commentaire, ça c'est parce que c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait la même question. En fait, il y a des principes qui font qu'il y a certains posts qui vont être facilement commentables et pas d'autres. C'est-à-dire que souvent, l'erreur que font les personnes, c'est penser que parce que tu vas faire un post et qu'à la fin, tu vas demander à la personne, oui, donne-moi ton avis ou comment dire, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es d'accord avec moi, etc. Le simple fait de faire ça, les personnes vont automatiquement commenter.
Alors, fun fact, non, mais je suppose que les gens l'ont remarqué du coup parce que dire ah j'ai demandé ça et j'ai pas eu de commentaires ou j'en ai eu un ou deux, etc. En fait, le principe fondamental à comprendre pour avoir des personnes qui commentent, interagissent en story, etc. C'est le principe de monnaie sociale. La monnaie sociale, c'est le principe que en fait tout ce qu'on fait de manière publique ou quasiment tout est toujours fait pour valider l'image qu'on a auprès des autres, l'image qu'on veut renvoyer aux autres. Dire que ah je suis une personne qui appartient à un certain groupe de personnes. Ah, je me sens supérieur à un certain groupe de personnes, etc. Ce qui fait que quand la personne va commenter, à part c'est pour te poser une question. Genre là pour le coup, c'est pour poser une question par rapport à quelque chose, ça n'a rien à voir. Mais si, pour quand la personne va commenter, c'est quasiment toujours pour dire, et regarde, moi je suis une personne qui est comme ci ou comme ça. Par exemple, une fois j'avais fait un post, vraiment c'est un post random qui apporte pas de valeur ou quoi. J'ai juste fait un post où j'avais dit, oui, est-ce que je suis la seule personne qui, quand j'arrive dans une papeterie, je ne peux pas m'empêcher d'acheter un carnet? Alors que j'ai déjà 15 carnets à la maison. Et ça, c'est un post qui avait eu des masses de commentaires. Il y avait plein de personnes qui avaient dit oui, moi aussi, etc. Pourquoi est-ce que les personnes ont commenté? Parce que quand tu commentes pour dire ah, mais moi aussi ça m'arrive, en fait, ce que tu dis, comment dire, ce qui est sous-jacent, c'est et regarde, je fais partie de cette catégorie de personnes. Je suis fier de faire partie des personnes qui ont cette lubie-là, qui ont ce truc-là. J'ai l'impression d'appartenir à une communauté particulière, etc. Pareil, quand je vais faire un post sur, comment dire, où je vais tacler un certain comportement. Je vais dire les personnes qui t'arnaquent, qui te promettent de faire 10 cas par mois en 2 semaines, etc. Je vais faire un post qui tacle un peu ça, etc. Les personnes vont venir en commentaire et commentaire dire oui, je suis trop d'accord, etc. Pourquoi est-ce qu'ils vont le faire? Parce que eux, ça va se dire, quand ils commentent, c'est regardez, moi, je suis d'accord avec ce post-là, donc, comment dire, je condamne ce truc-là, donc je suis supérieur, entre guillemets, aux personnes qui ont ce comportement-là. En gros, c'est vraiment à chaque fois une dynamique de quelle image je renvoie aux autres. Et la plupart du temps, quand tu n'as pas de commentaires, c'est parce que le fait de commenter ton post ne va apporter aucune monnaie sociale à la personne. Ça va rien lui permettre d'exprimer d'un point de vue de son identité. Ça va rien lui permettre de montrer. Là-dessus, par exemple, tu vas faire un. Je sais pas, tu fais un post, je reprends les graphismes, et tu vas faire, je sais pas, 5 palettes de couleurs. Et à la fin, tu vas dire, oui, quelle palette tu préfères? Et ben, les personnes qui sont déjà très engagées, peut-être qu'elles vont répondre, mais la plupart des gens, bah, qu'est-ce que tu veux que ça apporte à la personne d'un point de vue monnaie sociale de te dire c'est quoi sa palette préférée? Alors que, par exemple, si tu fais, je pense à une personne qui avait fait un post, alors des palettes de couleurs, mais elle s'était basée sur les wings dessus. Genre, comment dire, genre, elle avait pris, comment dire, bah, pour les personnes qui connaissent, comment dire, chaque wings, c'est quoi la palette de couleurs? Et du coup, comment dire, elle l'a pas fait, mais si elle avait fait un truc à la fin, oui, comment dire, c'est quoi votre wings préféré? Là, les personnes auraient répondu parce que ça leur aurait permis, parce qu'elles connaissent comment dire, cette œuvre audiovisuelle-là, elles vont dire, ah, mais moi, je connais ce truc-là. Et donc, comment dire, j'avais envie de vous montrer que bah, je fais partie de ce groupe qui connaît ce truc-là. Donc voilà. Donc en gros, si tu veux avoir des commentaires de manière générale, des commentaires, des réponses à tes stories, etc., il faut que le fait de te répondre apporte à la personne la possibilité de dire, regarde, je fais partie de ce groupe social, regarde, comment dire, je fais partie de ces gens-là. Je sais pas si c'était clair. C'est hyper clair et hyper intéressant. C'est vrai que je le voyais pas de cette manière-là, mais c'est ça en fait. Mais moi, quand je commande, des fois, je me rends compte que c'est ça, c'est pour montrer bah, que je suis d'accord, que j'appartiens à un certain groupe, de dire bah ouais, je suis d'accord avec toi, ou au contraire, je suis pas d'accord. Et c'est vrai que en tant qu'être humain, on aime bien donner notre avis, dire bah ouais, je suis d'accord ou non, je suis pas d'accord. Donc c'est hyper intéressant et c'était hyper clair. Super. Et j'ai une petite dernière question pour toi. Pour ceux qui te suivent, ils ont dû le voir passer, mais sur ton Instagram, en plus c'est écrit et t'en parles souvent, c'est un peu ta marque de fabrique. On t'appelle le mec insolent. J'aimerais justement du Ouais. coup savoir pourquoi on t'appelle le mec insolent. Alors, déjà, je précise que le bac à sens, comme tu dis, c'est les personnes qui ont commencé à m'appeler comme ça. Du coup, j'ai mis ce titre-là et pas l'inverse. Mais en fait, on a commencé à m'appeler comme ça bah, justement par rapport à ma personnalité. J'en ai un peu parlé tout à l'heure par rapport à enfin, pourquoi est-ce que je voulais être indépendant de base. Mais je suis quelqu'un d'assez, comment dire, bah, insolent, un peu sassy, un peu piquant, pas gratuitement, hein. Je suis pas les personnes qui disent, qui vont comment dire, te dire un truc désagréable et dire, ah non, mais t'inquiète, je suis franc, c'est pas ça la vibe, mais comment dire, je suis quelqu'un d'assez, comment dire, franc, direct et je mâche pas mes mots, comment dire, surtout quand c'est des choses importantes pour moi. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose que je juge problématique, tu as un comportement qui, comment dire, tu es condescendant, désobligeant, que tu as des propos problématiques divers et variés, je vais pas me cacher de non seulement te répondre, parfois te répondre de manière publique s'il faut, d'afficher les personnes s'il faut, comment dire, quand quelqu'un, comment dire, est désagréable avec moi, j'ai aucun problème à sortir du professionnalisme, etc., pour répondre vraiment. Comment dire, vraiment répondre bah, de manière insolente pour le coup. J'ai cette personnalité un peu piquante et tout. Et du coup, bah, depuis, c'est resté parce que c'est un truc que j'ai commencé en fait, j'ai toujours été comme ça, mais de base sur Instagram, je le montrais un peu, mais pas trop.
C'est-à-dire, en fait, c'était pas une question que je voulais le cacher, mais c'était juste que, tu sais, quand tu démarres, quand tu apprends à créer du contenu, tu as plein de choses à penser à part ton tone of voice, c'est-à-dire, est-ce que mon post est intéressant, est-ce qu'il est bien structuré, etc. Comment tu l'as écrit, est-ce qu'on voit ton côté personnalité, ça vient après en général. Et du coup, donc des fois, je parlais de trucs qui étaient importants pour moi, mais de manière plus ponctuelle. Et sauf qu'un jour, il y a eu un truc où ça a fait un mini drama là-dessus, où il y avait une personne qui avait dans sa newsletter, elle avait dit oui, les jeunes de 20 ans qui prétendent pouvoir être experts en je sais pas trop quoi, ou pouvoir accompagner les personnes et tout. Genre, il n'y a que des personnes, comment dire, il y a que des personnes débiles ou folles qui peuvent travailler avec vous. Un truc comme ça, machin. Et du coup, bah, j'avais vu la story, enfin la story, c'était pas une story, j'avais vu la newsletter, j'avais screené la newsletter et j'avais fait une story pour dire, bah, quel avis aviser, enfin, bon, pour dire que je désapprouvais en fait ce truc-là. Et sauf que, bah, moi, je pars du principe que faire des stories visées, on n'est plus au lycée. Du coup, comment dire, quand je réponds à quelqu'un, je tag la personne à qui je réponds. Donc, je tag la personne qui a fait la newsletter en question. Et donc, et de là, ça a fait tout un drama sur oui, pourquoi est-ce que je fais une story comme ça? En fait, ce serait mieux de discuter, il aurait fallu parler en message privé ou quoi. Alors que bah, mon but, c'était pas forcément de la faire changer d'avis. Elle a bien l'avis qu'elle veut, mais c'était plutôt enfin, de parler à mon audience que déjà, je n'étais pas d'accord avec ce propos-là. Et surtout de rassurer les personnes qui ont la vingtaine, qui ont le droit d'accompagner leurs clients à condition de pouvoir, enfin, que leurs clients soient satisfaits derrière. Mais donc, bref. Et du coup, en fait, les gens avaient été surpris de ce côté un peu sassy, un peu piquant, etc. Et je me suis dit, ah, mais mince, en fait, les gens ne me connaissent pas. Et donc, depuis, je me suis dit, mais en fait, on va assumer complètement, au moins quand les personnes, elles arrivent, elles savent où elles mettent les pieds. Il n'y a pas de surprise en mode, ah, mais pourquoi tu es comme ça? Les personnes, quand elles arrivent, elles savent où est-ce qu'on est. Et donc, bah, c'est comme ça que j'ai commencé à, comment dire, à vraiment avoir ben, au moins un post par semaine qui est un peu piquant comme ça. Souvent, mon ton qui est devenu, même dans les posts qui n'ont pas forcément pour vocation, mais un post purement éducatif, il a un peu ce côté-là. Et donc, bah, depuis, bah, du coup, les personnes ont gardé ce côté bah, insolent, du coup, dans ce que je fais. Du coup, bah, j'ai pris ce titre-là. Ok, j'adore, c'est hyper intéressant. De toute façon, je vous mets son Instagram, vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir répondu à mes questions, d'être venu sur le podcast. Ça m'a fait trop plaisir, de t'accueillir. Est-ce que tu as un petit mot peut-être de la fin pour ceux qui nous écoutent? Bah, écoute, il n'y a pas de souci. Merci à toi pour ton invitation, ça m'a fait super plaisir. Et en mot de la fin, c'est une très bonne question. Bah, je dirais simplement aux personnes comment dire, bah, d'assumer la personnalité qu'ils peuvent avoir, parce que dans mon cas, par exemple, ce côté insolent, il m'a été bénéfique de le montrer plus. Donc, comment dire, souvent, bah, on parlait de confiance en soi, avoir la confiance de se montrer tel qu'on est, etc. Bah, moi, ça a été bénéfique de le montrer plus. Et donc, bah, de travailler là-dessus. Voilà. Super. Merci beaucoup, Antoine. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous mets l'Instagram d'Antoine et le mien dans la description. Et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao! Ciao, ciao.